Bonjour à tous. J'ai réfléchi à deux fois avant la mise en ligne de cette vidéo numéro 20 car elle est longue, mais il n'est pas facile de réduire sa taille en regard du sujet traité. Il n'était pas facile de la tronquer. Les informations que je donne dans cette vidéo sont denses, riches, touffues, et je pense que bon nombre de ceux qui visionnent mes vidéos devront la repasser au moins une fois pour en assimiler et en retenir tous les détails. Elle se concentre essentiellement sur la France, qui est l'homme le plus malade de la francophonie. Comme vous le verrez, j'élabore des diagnostics et j'analyse les causes. Je parle aussi du Vietnam, que je connais très bien et qui est un des meilleurs cas d'école pour comprendre que les services de coopération et d'action culturelle déployés par la francophonie institutionnelle et la France en particulier sont totalement inefficaces et même contre-productifs. Avant de plonger dans le vif du sujet, je me dois d'apporter deux corrections à ce que j'avais annoncé dans la vidéo numéro 19, à savoir que l'inauguration de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts est reportée. Elle devait avoir lieu à l'occasion de la semaine de la francophonie qui doit se dérouler un peu plus tôt que d'habitude cette année puisqu'elle s'étalera du 18 au 23 mars 2023. Or, on vient de me signaler que cette inauguration aura lieu au plus tôt le 25 juin 2023. La date n'a pas été encore confirmée par l'Élysée et il ne faut surtout pas être pressé. En effet, le projet de la Cité internationale de la langue française fut lancé il y a plus de 20 ans, le 7 octobre 2001, pour être exact, du balcon du château, devant un public de 250 personnes venues de Paris, qui se trouve à 74 km de là. Quelques mois de plus ou de moins ne feront donc aucune différence. J'ai également une autre correction à apporter à ma dernière vidéo, car en effet, ce n'est pas en 1593 que François Ier signa l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Cela lui aurait été difficile puisqu'il mourut en 1547. L'ordonnance date en fait d'août 1539. Wikipédia m'apprend que cette ordonnance ne fit que confirmer et officialiser l'usage du français en France, puisque déjà, à partir du XIIIe siècle, les notaires royaux rédigeaient déjà tous leurs actes en français, mais qui fut désormais imposé non seulement au détriment du latin, mais aussi des langues régionales de France et dont l'usage n'a cessé de décliner depuis. Aujourd'hui, il n'y a guère qu'en Corse que la langue régionale persiste dans une certaine mesure à cause de son insularité. On estime aujourd'hui qu'un Corse sur 3 la pratique, mais l'usage des langues régionales sur le continent s'est effondré. Certes, il existe des écoles au Pays basque qui enseignent encore le basque et le breton en Bretagne, mais il faut se rendre à l'évidence. Si ces langues étaient encore vivaces lorsque j'étais enfant, il est clair qu'elles sont aujourd'hui moribondes. Je me suis élevé à Nice, dans le sud-est de la France, et lorsque j'étais enfant, beaucoup de vieux parlaient le provençal dans les villages avoisinants et la variété niçoise de ce dialecte dans la partie de la ville que l'on appelle le Vieux-Nice. Or, on trouve davantage aujourd'hui d'affiches et de pancartes en anglais dans le Vieux-Nice qu'en niçois, dont l'usage a totalement disparu. En ce qui me concerne, mes ancêtres sont issus des 4 coins de la France, mais il se trouve que j'avais une grand-mère maternelle provençale qui, autrefois, dans son village, parlait bien évidemment l'occitan. Il y a de nombreuses années de cela, je fis une incursion dans le grenier de la maison où elle était née, et j'y avais retrouvé une abondante correspondance qui couvrait la plus grande partie du XIXe siècle. Il s'agissait essentiellement de lettres personnelles et de papiers plus ou moins officiels que la plupart des gens conservaient autrefois et qui avaient la valeur d'archives familiales. Ce qui m'avait surpris à la lecture de ces documents était que rien, strictement rien, n'était rédigé en provençal, aussi loin dans le temps que les documents me permettaient de remonter. Tout était en français, un français impeccable, dénué de fautes grammaticales ou orthographiques.
Pourtant, cette branche provençale de ma famille utilisait bien l'occitan pour communiquer à l'oral, sauf avec des gens de l'extérieur, comme ce fut le cas avec celui qui allait épouser ma grand-mère et qui, lui, venait de Lorraine. Ma mère fut élevée en Provence et elle comprenait l'occitan, mais ne le parlait pas. Quant à moi, non seulement je ne le parle pas, mais je ne le comprends pas, à l'exception de quelques mots et expressions qui sont passés dans l'argot local. Ainsi, on a vu en quelques générations la disparition de cette langue dont l'usage, même au XIXe siècle, était réservé à la sphère de la communication orale et privée. À l'écrit, le provençal avait cessé d'exister depuis longtemps, qu'il s'agisse de documents officiels ou non, et bien entendu, le français était la seule langue d'enseignement et d'acquisition des connaissances. Je reviendrai plus tard sur cet exemple de disparition d'une langue dont l'usage n'était pas normalisé et qui fut petit à petit abandonné pour toute communication officielle et d'ordre scientifico-technique. Ce processus est bien entendu accompagné d'une dégradation progressive de l'expressivité du dialecte qui se trouve immanquablement pollué par la langue dominante qui le remplace progressivement. Je reviendrai sur ce point puisqu'il est symptomatique du processus de substitution que nous subissons en français contemporain. Il existe un contraste saisissant avec la Catalogne du côté espagnol, où le catalan n'est absolument pas en voie d'extinction. C'est également la langue indispensable pour quiconque veut travailler dans la principauté d'Andorre, bien qu'on y parle aussi le français et l'espagnol. À Barcelone, les élèves ingénieurs en informatique et en électronique prennent leurs cours en catalan et utilisent des livres et des supports de cours dans cette langue. Ceux qui croient que l'anglais est indispensable pour l'étude de l'informatique ou de l'électronique auront probablement un quotient intellectuel trop bas pour postuler au titre d'ingénieur dans l'une ou l'autre de ces disciplines. J'ai personnellement enseigné l'informatique au niveau universitaire pendant 6 ans en français, sans utiliser un traître mot d'anglais quand je travaillais pour l'université de technologie de Belfort-Montbéliard dans le nord-est de la France. Cela ne m'a pas gêné le moins du monde, autant pour les cours de première année que ceux de spécialisation en 4e année. Pour en revenir à la Catalogne, le catalan pose un problème aux étudiants étrangers qui, eux, veulent recevoir un enseignement en espagnol, la connaissance du catalan n'ayant qu'une utilité limitée en dehors de la Catalogne et d'Andorre. Mais les mesures prises par le gouvernement de Catalogne espagnol, qui bénéficie d'une large autonomie, sont indispensables au maintien du catalan et de son extraordinaire vitalité. Cette langue s'insinue dans tous les aspects de la vie des Catalans, sans aucune restriction ou limitation. Toute langue qui est exclue d'un des secteurs d'activité de ses locuteurs est clairement en danger, car son utilité en est automatiquement réduite. Dans ma dernière vidéo, j'ai également parlé de la francophonie et de l'Institut de la francophonie pour l'informatique de Hanoï qui a disparu il y a plusieurs années. Mais ce n'est pas le seul organisme francophone au Vietnam qui a été affecté. On peut citer par exemple l'Espace ou Centre culturel français qui dépendait directement des affaires étrangères et donc de l'ambassade de France à Hanoï. Alors que ce dernier se trouvait dans un bâtiment prestigieux en plein centre-ville de Hanoï, sur la rue Trang Thien, à proximité du fameux opéra construit par les Français à partir de 1901, ce dernier fut récemment rebaptisé Institut français en même temps qu'il déménageait à plusieurs kilomètres de là, dans un quartier passablement minable et qui occupe maintenant un bâtiment offrant la moitié moins d'espace que le précédent. Il apparaît évident pour tout le monde qu'il disparaîtra pour de bon un de ces jours. Ce n'est qu'une question de temps. Souci de faire des économies du côté français, manque d'intérêt du côté vietnamien. La désaffection est profonde. À l'exception notable du domaine médical, tout ce qui est français est désormais largement ignoré au Vietnam.
Déjà, il y a quelques années, la conférence de Jean-Marie Laine, pourtant prix Nobel de chimie, ne remplit qu'au tiers l'auditorium du Centre culturel français. La majorité de ceux qui étaient venus écouter Jean-Marie Laine étaient d'ailleurs des francophones natifs, français, belges, suisses, québécois, ainsi que des ressortissants d'autres pays francophones. Afin d'attirer davantage d'autochtones, l'espace culturel français assurait depuis longtemps l'interprétation simultanée en vietnamien de toutes ces conférences et des films qu'il présentait. Chaque exposition se voyait dotée de prospectus où la version vietnamienne apparaissait souvent en premier avant la version française. Cet espace culturel, comme il était nommé, et aujourd'hui disparu, s'efforçait également d'attirer des artistes locaux, peu connus, de qualité souvent discutable, pour mettre en valeur leurs œuvres dans l'espoir, bien sûr, qu'ils deviendraient un jour célèbres et que leur réputation retomberait alors sur leurs mécènes de la première heure. Le centre remplissait sa programmation cinématographique à 50% avec des films que l'on pourrait qualifier d'art et d'essai, tournés en vietnamien avec des petits moyens par des cinéastes locaux. Depuis fort longtemps, l'accès aux diverses manifestations de l'espace était gratuit. Le ministère des Affaires étrangères, par le biais de l'agence universitaire ou de l'ambassade, se montrait souvent fort généreux en distribuant des tickets d'entrée gratuits au cinéma de la ville qu'il subventionnait pour constituer les hôtes d'un festival local du film francophone. Mieux encore, afin d'attirer du monde, le dernier cycle de conférences offert par l'espace dans le cadre de l'Université de tous les savoirs fut agrémenté les 2 premiers jours d'un buffet gratuit. Pour cette dernière manifestation, la publicité fut entreprise plusieurs semaines à l'avance. Des prospectus furent distribués dans plusieurs universités de la ville ainsi que dans de nombreux lycées. On bâtit le rappel et on mit à contribution tous les réseaux, plus vietnamiens que francophones, dans l'espoir d'attirer du monde. La semaine de l'Université de tous les savoirs fit effectivement salle pleine, tout en attirant également quelques éléments indésirables qui se faufilèrent à la fin de chaque conférence afin de profiter des buffets et des bars. En incluant dans sa programmation un fort pourcentage de films vietnamiens, en faisant la promotion d'artistes locaux, il n'est pas exagéré d'affirmer que le Centre culturel français était désormais aussi un centre culturel vietnamien. Cette substitution de la promotion de la langue et de la culture française par celle de la culture vietnamienne remettait sérieusement en question la raison d'être même de ce centre culturel aux yeux des observateurs extérieurs, même si l'objectif demeurait bien sûr d'attirer du monde. Le français rebute-t-il les Vietnamiens ? On peut effectivement le soupçonner, quand on se rend compte que les appels à propositions rédigés en français dans le cadre de la recherche scientifique ou du développement de nouvelles techniques qui sont émis par les organismes de financement français tels que le CNRS ou l'agence universitaire ainsi que les propositions de coopération ne reçoivent pas forcément de réponse de la part des universités ou des laboratoires vietnamiens, même quand ils sont assortis de financements substantiels. Cependant, dire que le français est boudé par les Vietnamiens serait aller un peu vite dans la détermination d'un diagnostic de la situation. En effet, il s'agit de ne pas confondre cause et conséquence. Dans un but de faciliter la prise de contact, ainsi que pour élargir l'éventail de recherche de futures élites, on a créé au Vietnam, principalement sur Hanoï et Ho Chi Minh Ville, c'est-à-dire Saigon, un pôle universitaire français qui fonctionne essentiellement en anglais. Son financement est désormais assuré par le ministère des Affaires étrangères français qui défraye les coûts d'un enseignement qui, dans certaines disciplines,
est assurée exclusivement par des professeurs français expédiés à grands frais au Vietnam dans le cadre de missions temporaires d'enseignement. L'objectif affiché par les organismes français derrière ces programmes est la formation des élites, c'est-à-dire que l'on cherche à acheter de l'influence auprès des futurs décideurs vietnamiens et d'établir une proximité culturelle dont le véhicule n'est ni le vietnamien ni le français, mais l'anglais. C'est ainsi que les étudiants du pôle universitaire français sont invités, entre autres, à la projection de films français sous-titrés à la Cinémathèque et à discuter de leur contenu, toujours en anglais, avec des Français résidant à Hanoï ou Saïgon. Nous nageons dans les incohérences et les contradictions. Non seulement on n'a pas étudié les conditions qui firent, à une époque encore peu lointaine, la réputation internationale des grands auteurs français ou francophones auprès des élites, mais on envoie constamment des signaux contradictoires à tous les étudiants vietnamiens qui peuvent s'intéresser à ce que la France et les autres pays francophones peuvent leur offrir dans le cadre de leur formation. C'est ainsi que, dans le cas de la France, le consulat a institué le TCF, ou Test de connaissance du français, que tout étudiant vietnamien doit réussir pour prétendre obtenir un visa afin de partir en France pour y poursuivre ses études. Cependant, de plus en plus d'écoles de l'Hexagone espèrent attirer ces mêmes étudiants en offrant des formations complètes en anglais et qui dispensent a priori leurs candidats de toute connaissance en français. Tandis que les épreuves du TCF, instituées par les consulats, sont considérées comme difficiles, l'organisme de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, a institué des programmes d'ingénieurs d'excellence pour les étudiants vietnamiens où tout peut se faire en anglais, ainsi que le pôle universitaire qui est censé fonctionner à la fois en français et en anglais, mais qui, dans la pratique, utilise essentiellement l'anglais. Désormais, il n'est pas rare de voir partir en France, dans le but d'y faire des études, des étudiants vietnamiens ne connaissant pas un traître mot de français et qui sont bien entendu dispensés du fameux TCF. Dans certains cas, il est même possible que ces mêmes étudiants bénéficient de bourses du gouvernement français, comme cela est quelquefois le cas avec les bourses Évariste Galois, par exemple, telles qu'expliquées dans les brochures d'information rédigées en vietnamien. Dans la même ligne, un ancien directeur de l'Institut de la francophonie pour l'informatique de Hanoï, l'IFI, professeur à Toulouse et qui fut mon prédécesseur à cet institut, voulait transformer cette école en établissement anglophone. Créée sous les auspices de l'AUF et de l'IFI, la conférence annuelle RIVF, ce qui veut dire Rencontre en informatique Vietnam-France, fonctionne désormais en anglais à l'exclusion de toute autre langue, et ce, avec la participation active d'un des anciens directeurs de l'IFI, un Québécois cette fois-ci, ancien professeur à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, avec également la participation d'un de ses anciens directeurs des études, professeur à l'École nationale supérieure des télécoms de Paris, Paris Tech, et celle de nombreuses autres personnalités vietnamiennes qui furent grassement entretenues pour promouvoir la francophonie au Vietnam. En raison de ces incohérences, ceux qui font la promotion active de notre langue auprès des étudiants étrangers se heurtent de plus en plus à un mur d'incompréhension et d'incrédulité. Comment convaincre un étudiant vietnamien de l'ancien Institut de la francophonie pour l'informatique d'étudier l'informatique en français, alors que ce même institut imposait des cours d'anglais à ses étudiants? Comment le convaincre de l'utilité d'apprendre le français quand une grande partie des organismes accueillant les stagiaires de cet institut leur demandaient de travailler en anglais en France, en Suisse romande ou en Wallonie? En tant que directeur de l'IFI, j'avais essayé à l'époque de lutter contre ces absurdités et contradictions pour ensuite me faire désavouer par des membres belges et français du conseil d'administration de l'Institut. D'ailleurs, après ces tentatives infructueuses, mon contrat ne fut pas renouvelé
et je fus remercié, c'est-à-dire viré. Comment les Français peuvent-ils encore avoir la prétention de faire la promotion de leur langue alors que des pans entiers de la société française, wallonne et suisse romande renoncent à son utilisation dans un nombre croissant de cas? Comment convaincre un étudiant vietnamien d'étudier encore le français quand les employeurs des succursales des principales sociétés françaises et d'autres pays francophones du Nord installés au Vietnam demandent l'anglais en priorité? Quelle pourrait être encore la motivation d'étudier le français alors que l'hôtel Métropole de Hanoï, propriété du groupe français Accor, ne requiert nullement la connaissance du français de la part des membres de son personnel, bien qu'une forte proportion de sa clientèle soit constituée de francophones natifs, comme l'on peut facilement s'en rendre compte lorsqu'on dîne dans l'un des restaurants de l'hôtel. Les employeurs français rétorquent que la connaissance du français n'est pas suffisamment répandue dans la société vietnamienne pour offrir un choix suffisant de candidats francophones. Pourtant, par le mécanisme qui avait été mis en place par Michel Guilloux, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, les filières universitaires francophones vietnamiennes en produisaient plus que suffisamment. Il suffirait de recruter préférentiellement à l'intérieur de ce groupe pour susciter immédiatement un vif regain d'intérêt vis-à-vis du français. Or, les Français se ridiculisent chaque jour davantage par leurs incohérences et leurs contradictions. Là encore, il ne s'agit nullement d'imposer la langue française à qui que ce soit, comme certains de mes détracteurs m'en prêteraient l'intention, et qui me soupçonnent également de néocolonialisme. Quelle blague! En fait, il s'agit de privilégier de manière systématique ceux qui ont fait l'effort d'apprendre notre langue et sur lesquels on devrait s'appuyer pour tout effort visant à une pénétration commerciale ou culturelle. Il y a une dizaine d'années, à l'issue du cycle de conférences intitulé « L'université de tous les savoirs », le directeur du Centre culturel français de Hanoï concluait, je cite, « La France a été un des pôles incontestés de la réflexion et de la recherche contemporaine, et comme vous avez pu le constater par la qualité des intervenants invités à ce cycle de conférences, elle entend le rester pour très longtemps encore. » Ce brave homme ne se rendait pas compte que, malheureusement, un tel statut ne se décrète pas, et même si cela est effectivement le cas, la reconnaissance internationale n'est pas forcément au rendez-vous. Avant de mettre au point une stratégie visant à augmenter l'efficacité du dispositif culturel français dans les pays non francophones, sans doute faudrait-il se poser un certain nombre de questions sur la qualité de ceux que l'on choisit comme étant les plus représentatifs de la production intellectuelle française. En effet, c'est bien les auteurs qui sont publiés et ceux dont les œuvres sont largement distribuées qui seront les ambassadeurs de la culture francophone. C'est à travers les films ayant décroché des prix prétendument prestigieux que le 7e art de langue française sera évalué et perçu. C'est bien ceux dont la pensée sera largement diffusée à travers nos magazines, nos journaux, nos livres et nos émissions de télévision qui pourront éventuellement susciter la curiosité et l'intérêt d'observateurs étrangers à l'intérieur et à l'extérieur des pays francophones. À ce titre, sans doute est-il intéressant de porter notre regard sur quelques exemples de cette production que la France, plus particulièrement, veut mettre en valeur. Au moment où l'espace culturel français de Hanoï concluait son université de tous les savoirs, le prix Goncourt avait été attribué à un certain Gilles Leroy pour un ouvrage intitulé « Alabama Song ». Comme le titre en anglais l'indiquait, l'intrigue se déroule aux États-Unis, plus précisément à Montgomery en Alabama. Quel que puisse être l'intérêt d'un francophone pour ce type de roman, il est peu probable que l'américanotropisme qu'évoque son titre puisse susciter la curiosité d'un étranger, fût-il remarquablement écrit, puisqu'un étranger ne fera jamais un détour par la France pour découvrir ce qui peut éventuellement l'attirer aux États-Unis. C'est là une évidence.
Bien sûr, le Goncourt ne résume pas la production d'une rentrée littéraire, mais il en est quand même l'illustre représentant. Je pourrais faire des remarques analogues dans le domaine du cinéma et dans le domaine scientifique également, puisque la science des pays francophones du Nord, à quelques exceptions près, n'est plus que le prolongement d'axes de recherche définis et balisés par des États-Uniens et relayés par la Commission européenne. D'un autre côté, peut-on réellement faire confiance à ceux qui sont censés promouvoir notre science et notre culture quand ils ignorent que le célèbre économiste anglais Adam Smith fut largement inspiré par son prédécesseur français François Quesnay, qui vécut de 1694 à 1774. Qu'il en fut de même avec le naturaliste Darwin, qui eut le crédit d'une théorie élaborée déjà en grande partie par le biologiste français Lamarck, qui vécut de 1744 à 1829. Que le premier vol motorisé était celui de Clément Ader en 1890, qui devançait de 13 ans celui des frères Wright. Que la compression efficace d'images et de vidéos numériques ne fut rendue possible que grâce à des techniques mathématiques développées par les Français Morley et Grossman. Faisons maintenant un détour par le passé pour comprendre le présent, pour tenter de cerner les facteurs qui ont permis, à une époque, de donner aux penseurs francophones une réputation mondiale. Il est intéressant de s'attarder sur le profil totalement atypique de Gustave Le Bon, qui vécut de 1841 à 1931. Médecin de formation, son doctorat est obtenu en 1866, il se passionna néanmoins pour les civilisations disparues. Il parcourra l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord entre les années 1860 et 1880 et rédigea plusieurs ouvrages en anthropologie et en archéologie. Toutefois, ces connaissances nouvellement acquises lui servirent surtout de support pour établir les lois psychologiques de l'évolution des peuples qui fut publié en 1894. L'année suivante, il écrivit La psychologie des foules. Il fut découvert par l'élite internationale qui fréquentait ou qui étudiait à Paris à cette époque, en français bien évidemment, puisque Le Bon n'a jamais rédigé un quelconque ouvrage dans une langue autre que le français. Rapidement, ces ouvrages furent traduits dans une vingtaine de langues et distribués partout sur la planète où existaient des foyers intellectuels conséquents. Le Bon fréquentait les plus brillants esprits de son temps, des mathématiciens tels qu'Henri Poincaré, des écrivains tels que Paul Valéry et des philosophes tels qu'Henri Bergson. Sa réputation internationale lui valut d'être étudié par les bolcheviks et les fascistes, qui virent en ses ouvrages un décodage de la psychologie des foules, leur permettant ainsi de manipuler les comportements des masses. Il y a fort à parier que ces enseignements n'ont pas été oubliés aujourd'hui, au regard des événements survenus dans les 3 dernières années. Les idées contenues dans la psychologie des foules furent reprises au début du XXe siècle par Sigmund Freud dans sa psychologie collective et analyse du moi, paru en 1921 et qui est clairement fondée sur une critique de l'œuvre de Le Bon. Elles furent également utilisées par des chercheurs en sociologie des médias tels que Hadley Cantrill et Herbert Blumer, pour décrire les réactions des groupes face aux médias. Du fait de l'influence qu'il a eue auprès des gouvernements totalitaires, Le Bon semble aujourd'hui sentir le soufre, alors que, en fait, il n'a fait qu'analyser des phénomènes sociaux dont la compréhension peut effectivement servir tout aussi bien à la manipulation idéologique des foules qu'à la prise de conscience des risques de manipulation. Gustave Le Bon, le mathématicien Henri Poincaré ou les époux Curie n'ont jamais écrit une seule ligne en anglais, et pourtant leur travail fut diffusé dans le monde entier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils firent des découvertes réelles et universelles que tous les scientifiques et sociologues, dans le cas de Le Bon, voulaient s'approprier.
Dans des vidéos précédentes, j'ai parlé des chercheurs japonais qui publient en japonais leurs travaux les plus originaux et ceux présentant un potentiel pour des applications industrielles. Lorsque je vivais au Japon, il y a une trentaine d'années, les ambassades des principaux pays occidentaux avaient établi des services de veille scientifique qui traduisaient sans relâche toute la littérature scientifico-technique publiée en japonais. Des dispositifs analogues existent bien sûr pour la Russie, qui a apporté des contributions majeures en sciences et en technologie. La science anglo-saxonne est probablement la meilleure après celle de Dieu, constamment et exclusivement citée, tandis que les contributions d'autres pays sont considérées secondaires ou passées sous silence. Durant la guerre froide, les contributions scientifiques russes furent sciemment ignorées par les médias occidentaux. La fusée Soyouz, par exemple, qui fut conçue il y a presque 70 ans, n'a jamais subi de panne quelconque au décollage, et cela qu'il pleuve ou qu'il vente. Le réacteur expérimental Tokamak pour la fusion nucléaire fut conçu par les Russes. Les Russes furent pendant longtemps les pionniers en matière d'alliages spéciaux et de mousse métallique. Toutes les techniques entourant la production et l'utilisation du titane sont d'origine russe. Le laser est une invention russe. L'achat par la firme Apple des droits d'exploitation des brevets russes en reconnaissance des mots manuscrits en 1991 ne fit pas la une des journaux. Durant de longues années, les superordinateurs russes demeurèrent les plus rapides. Boris Babayan, le père du superordinateur Elbrus, plus rapide que le Cray YMP en 1992, prêta main forte à Sun Microsystems. Mais la réputation de ses contributions ne dépassa pas son cercle de travail. L'école russe de mathématiques avec Kantorovitch, Khachiyan, Kolmogorov, Korolev, Kurchakov, Landau, Leontiev, Lifshitz, Markov, Sakharov, Tattenbrot a laissé une trace indélébile sur cette discipline. Tout cela fut imaginé, conçu et développé ex nihilo, tandis que les États-Unis durent importer des scientifiques étrangers, la plupart du temps pour développer leur propre science. Bref, que vous publiez en français, en swahili ou en chinois, vous serez lu et traduit si ce que vous avez à dire est important et constitue une véritable contribution à l'évolution des savoirs. Le fait que les prétendus chercheurs belges ou français pensent que publier en français les handicape dans la diffusion de leurs travaux souligne simplement leur médiocrité et l'insignifiance de leurs résultats de recherche. Je me suis attardé sur l'œuvre de Le Bon plutôt que sur celle d'autres penseurs de la même époque ou plus récents. Pourquoi ? Premièrement, parce que Le Bon s'est construit d'abord une solide réputation nationale qui, grâce à l'intelligentsia internationale de l'époque, qui comprenait et lisait le français, a pu se transformer rapidement en réputation mondiale. De plus, les ouvrages de Le Bon sont toujours remarquablement actuels, la plupart de ses prévisions concernant notre époque s'étant révélées étonnamment exactes. Occulté plus qu'oublié aujourd'hui, je l'ai redécouvert en faisant des recherches sur le mouvement politique atypique de feu Lyndon LaRouche aux États-Unis, qui lui faisait explicitement référence au livre de Le Bon dans sa production écrite. Il faut noter qu'aujourd'hui, Le Bon resterait probablement dans l'ombre. En effet, à l'époque où Le Bon est internationalement connu, il n'existait en France aucun bureau national de relations publiques, de subventions particulières à la culture et aucun organisme étatique ou para-étatique chargé de relayer et de diffuser la pensée française à l'extérieur du pays, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour un résultat à peu près nul. Le public auquel s'adressent les penseurs contemporains de Le Bon se charge de faire le tri et de relayer, d'amplifier, de traduire et de diffuser les pensées les plus originales intégrées dans leurs ouvrages les plus brillants. À ce titre, certaines des remarques de Donald Morrison dans son article « The Death of French Culture », la mort de la culture française, sont pleinement justifiées.
J'avais cité cet article dans une vidéo précédente. Les subventions à la production intellectuelle et culturelle sont nuisibles car elles créent et entretiennent un corps de fonctionnaires qui se font les juges en amont d'une production intellectuelle dont l'évaluation devrait être uniquement à la charge du public auquel elle est destinée. Ce corps de fonctionnaires, associé à un appareil médiatique qui n'est plus indépendant depuis de nombreuses années, constitue le passage obligé de la quasi-totalité de la production intellectuelle de notre pays. Il n'est pas sanctionné pour les erreurs qu'il commet et il entretient autour de lui des structures parasitiques, comme c'est le cas au Vietnam. Dans ce dernier cas, ces structures parasitiques sont constituées d'intermédiaires vietnamiens francophones qui sont censés aider les organismes français à diffuser la langue, la pensée et la culture française et qui se trouvent de facto devant une rente de situation créée par la position à la fois timide et défensive d'un dispositif français qui ressent son influence en déclin et qui recherche désespérément à améliorer sa viabilité pour lui-même et ceux qu'il est censé représenter. Les Vietnamiens francophones sont très habiles pour entretenir l'impression que l'action culturelle française est fondée et bien accueillie par la population. Des intellectuels vietnamiens sont là pour le confirmer, si nécessaire. Le professeur Hieu Ngoc, par exemple, fut mis à contribution pour affirmer que, je cite, « la culture française fait partie de la chair et du sang des Vietnamiens ». On oublie ainsi un peu vite que les Vietnamiens ne sont ni francophones, ni russophones, ni anglophones de cœur et qu'ils ne sont intéressés que par ce que peut leur rapporter en termes matériels ou en termes de valorisation personnelle un semblant d'allégeance aux cultures sous-tendues par ces langues. Il est intéressant à ce titre d'observer les changements d'attitude vis-à-vis de la langue et du peuple russe au début des années 90. En dépit des aides massives économiques et militaires que les Russes fournirent aux Vietnamiens de 1950 à 1975, l'influence russe au Vietnam retomba à zéro en l'espace de 3 ou 4 ans à partir de 1990. Admirés, adulés et imités jusqu'en 1990, dès 1995, les Russes, assiégés par leurs problèmes économiques et politiques, ne représentaient plus rien pour les Vietnamiens. Et avec eux, la langue russe, dont l'étude était pourtant obligatoire dans toutes les écoles du pays jusqu'au début des années 90. On peut rapprocher cette attitude de celle des Cambodgiens vis-à-vis de la France et de la coopération francophone à la même période quand le Premier ministre Hun Sen, comparant son pays à un homme en train de se noyer, déclarait « Quand on coule, on s'accroche même à un cadavre ». Le cadavre, c'était la France et la coopération qu'elle proposait. Les propos de Hun Sen furent prononcés en khmer, mais promptement rapportés par des Cambodgiens travaillant pour la francophonie institutionnelle. On apprécie la finesse et l'élégance de tels propos qui, dans un système sain, auraient dû mettre un terme à toute coopération française avec le Cambodge. Mais il semble que l'honneur des dirigeants français et des décideurs à la francophonie institutionnelle s'en sont très bien accommodés. Des structures parasitiques existent également sur la scène intérieure française. Des structures émanant de divers ministères et des organismes de presse qui sont sous la houlette d'une poignée de patrons, sont censés apporter leur approbation et leur caution à une production culturelle française de qualité variable, mais qui, surtout pour être agréée, doit être dans la ligne des goûts officiellement proclamés par les instances supérieures, qui, elles, ne vivent jamais de la diffusion et de la vente de leurs œuvres. Il n'est donc pas étonnant qu'avec le temps, il y ait eu un décalage progressif entre les goûts du public et les goûts de cette caste payée à vie pour décider ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas, ce qui a une valeur intellectuelle et ce qui n'en a pas, étant entendu qu'il n'est approuvé que ce qui est conforme à l'orthodoxie du moment. C'est bien ce qu'affirmait et dénonçait Morrison dans son article du Time. C'est ainsi que les centres culturels français,
qu'ils soient en France ou à l'étranger, se font souvent les pourvoyeurs d'œuvres d'art que le commun des mortels ne voudrait pas dans son salon, même si on les lui offrait. En ayant créé des structures qui interdisent l'émergence d'une véritable originalité, on a censuré la créativité et on a répandu une médiocrité généralisée dans le domaine de la culture et de la production intellectuelle, qui à court terme ruine toute perspective de susciter un regain d'intérêt significatif dans les pays non francophones. Les pontes officielles de la culture décident de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas. C'est le problème d'une culture subventionnée, car elle crée automatiquement une structure d'évaluation qui se substitue au public, qui devrait demeurer le seul et unique juge. Le résultat ? Films abscons qui se veulent d'art et d'essai ou qui sont censés être très intellectuels, expositions prétendument artistiques d'objets loufoques quand ils ne sont pas franchement laids, romans alambiqués, insignifiants, pensée sociale sagement cantonnée au politiquement correct, réflexion politique d'une naïveté souvent déconcertante et alignée sur les médias atlantistes. La culture française contemporaine actuelle, telle qu'elle est perçue de l'étranger, à partir de l'échantillonnage qui en est fait, est un robinet d'eau tiède, lorsqu'elle n'est pas franchement médiocre. Elle est également dans le sillage des oublis ou occultations, souvent inconscients, d'un passé intellectuel, culturel et scientifiquement prestigieux. Quant à la période présente, si les créateurs de talent ne manquent pourtant pas, il n'en demeure pas moins qu'ils restent nécessairement dans l'ombre s'ils n'ont pas accès aux réseaux de distribution et aux médias qui permettraient au grand public de les découvrir. Les analyses officielles n'ont jamais abouti à de telles conclusions. On a pensé que, pour être lus désormais, les intellectuels français devaient systématiquement avoir recours à l'anglais. Bernard Kouchner n'écrivait-il pas dans un de ses livres que l'anglais était une chance pour la francophonie, en permettant une diffusion maximale des œuvres françaises et francophones? Les divers pays du monde qui comptent auraient systématiquement basculé vers une langue seconde, le globish, un succès d'année d'espéranto des temps modernes, par souci d'efficacité, et le modèle universel de référence pour la production intellectuelle et culturelle serait états-unien. C'est ainsi que, jusqu'à une date récente, l'Alliance française utilisait l'anglais pour ses pages d'accueil sur Internet. Il fallut qu'un de mes correspondants, un mycologue français installé en Islande, signale cette incongruité et l'explique aux responsables de l'Alliance pour qu'on repasse à des pages d'accueil en français et quelquefois dans la langue des pays où l'Alliance française est active. Quant aux publications en anglais, loin de faire connaître les intellectuels français, elle les dilue dans l'univers des publications anglo-saxonnes et les rend encore plus insignifiants. À ce titre, les cas de Morley et Grossman sont très révélateurs, puisque ces chercheurs français avaient effectivement choisi de publier en anglais leur travail sur les ondelettes et qui a par la suite permis la mise au point d'algorithmes de compression d'images sans lesquels la photo et la vidéo numérique moderne ne pourraient pas exister dans leurs formes actuelles. Pourtant, les noms de Morley et Grossman demeurent inconnus pour la plupart des informaticiens, même français. Loin de renforcer la présence des scientifiques et autres intellectuels français sur la scène internationale, les publications en anglais viennent en fait renforcer globalement la visibilité des publications anglo-saxonnes aux dépens des autres, tout en changeant le statut des chercheurs du monde non anglophone en sous-traitant de la recherche états-unienne dans la plupart des cas. Tout aussi illusoire est la croyance que le passage massif à l'anglais, qui semble avoir été accompli par certains pays, fut le résultat d'un processus endogène correspondant à la volonté des décideurs locaux. À ce titre, l'exemple du Vietnam est particulièrement éclairant, comme je l'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente. Au début de la décennie 1990-2000, le ministère de l'Éducation vietnamien remplaça effectivement l'enseignement du russe par celui de l'anglais.
Or, l'économie vietnamienne n'a pu décoller que vers 1995, car ce n'est qu'à cette époque que le gouvernement américain a finalement levé son veto interdisant à la Banque mondiale et au FMI de prêter au Vietnam. Un seul pays, les États-Unis, dispose effectivement du droit de veto au sein de ces deux organismes. On sait aujourd'hui que la levée de ce veto a été subordonnée à plusieurs conditions que le Vietnam devait remplir, notamment de substituer à l'enseignement du russe, dans toutes les écoles vietnamiennes, celui de l'anglais. Il s'agissait bien sûr d'éradiquer le plus rapidement possible l'influence russe et la remplacer par une influence anglo-saxonne et américaine prépondérante dans tous les secteurs de la vie intellectuelle du pays, et surtout d'aligner l'économie vietnamienne sur les intérêts des pays développés, principalement les États-Unis. L'infusion massive des capitaux de la Banque mondiale a permis, dans son sillage, à toutes les banques occidentales et autres acteurs économiques privés d'entrer au Vietnam pour y faire des investissements et des affaires. En dépit de l'apparence qu'elle veut se donner, celle d'un organisme consacré au développement et à l'éradication de la misère, la Banque mondiale poursuit en fait un programme capitaliste qui est effectivement de développer des économies émergentes, non par bonté d'âme, mais pour créer de nouvelles bases de clientèle qui n'existent plus dans les pays développés, où la saturation matérielle est notable, où l'innovation s'essouffle et où la croissance n'affiche guère plus de 2 à 3% par an au mieux, alors qu'en étant parti de presque rien, la croissance des pays émergents atteint souvent 7%, voire 11% dans les cas les plus favorables. En étant le seul pays à posséder le droit de veto au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les États-Unis ont pu, en plus, utiliser ces institutions afin de faire avancer leurs intérêts spécifiques, tel que ce fut le cas au Vietnam et dans une kyrielle d'autres pays. À ce titre, la naïveté des services culturels de l'État français qui opère au Vietnam est désopilante. Est-on ignorant à ce point des dessous de l'action américaine ou fait-on semblant de l'être ? Un pays, un seul, les États-Unis, utilise tous ses atouts pour faire avancer ses intérêts et les services de coopération et d'action culturelle français en sont encore à se demander pourquoi le sort semble s'acharner et contrer leurs actions en Asie du Sud-Est, alors que les dés ont toujours été pipés et jetés depuis longtemps par un concurrent direct qui ne sera satisfait que quand les autres auront été totalement et définitivement éliminés. J'ouvre ici une brève parenthèse à propos de la Banque mondiale dont les buts prioritaires ne coïncident jamais avec les priorités de développement que les pays émergents devraient adopter pour eux-mêmes. Le meilleur exemple pour soutenir cette affirmation est l'énorme retard observé dans les projets de construction d'usines de traitement des eaux dans tout le tiers-monde. Pourtant indispensable à la santé publique, la construction d'usines de production d'eau potable ainsi que d'usines d'épuration, la construction et la rénovation des réseaux de distribution de l'eau devraient constituer la priorité absolue. Or, ce n'est pratiquement jamais le cas dans les pays dits émergents, car la santé publique ne rapporte rien ou pas grand-chose. Et il est d'ailleurs beaucoup plus profitable de vendre de l'eau potable en bouteille qu'au robinet. Globalement, les pauvres du tiers-monde payent leur eau potable beaucoup plus cher que dans les pays développés quand ils peuvent se la permettre. Pour en revenir à l'action états-unienne pour conquérir de l'influence, il ne faut pas non plus exagérer les choses. Même à travers son important dispositif de diffusion entouré des conditions les plus favorables, vu d'Asie du Sud-Est, la culture états-unienne d'exportation est réduite à une caricature et n'a aucun impact profond et durable sur la société. Par exemple, il est quasiment impossible ici de voir un film états-unien qui ne comprenne pas une tuerie à grande échelle ou des petits bonhommes verts synthétisés par ordinateur. Une intrigue réduite au minimum, doublée d'une action spectaculaire à la mitrailleuse lourde ou au kung-fu, n'est pourtant guère représentative de la culture états-unienne.
En effet, même si l'on étudie l'anglais dans les écoles du pays, sa connaissance demeure encore bien trop superficielle pour créer une proximité culturelle suffisante pour que l'on puisse apprécier mieux que du divertissement à caractère spectaculaire, comme c'est le cas avec le cinéma états-unien que Donald Morrison englobe de manière erronée dans sa notion de culture. Même si les Vietnamiens portent des jeans, boivent occasionnellement du Coca-Cola et saluent les touristes occidentaux par « hello », l'emprise états-unienne sur les cultures d'Asie du Sud-Est est quasiment nulle et susceptible d'être effacée du jour au lendemain suivant les évolutions géopolitiques. De plus, une culture ne peut pas être jugée par son impact commercial. En effet, l'impact commercial de la culture dépend de facteurs qui n'ont souvent que peu de relation avec sa valeur, puisqu'il dépend avant tout de la publicité et de l'étendue d'un réseau de distribution. Lorsque j'étais directeur de l'Institut de la francophonie pour l'informatique de Hanoï, la culture française était déjà sous perfusion depuis de longues années au Vietnam, pris ici à titre d'exemple, et rien ne permet d'envisager que les choses changeront dans un avenir proche, comme je l'ai déjà expliqué. Le système des SCAC, c'est-à-dire des services de coopération et d'action culturelle, et les institutions de la francophonie sont victimes d'un verrouillage idéologique. Dès 1996, l'ex-président de la République libanaise, Charles Helou, finança un concours international dans le but de recueillir les suggestions les plus pertinentes en vue d'une réforme de ces institutions. Des discours furent prononcés et des prix furent distribués, mais rien ne fut entrepris et on continua à se fier à une caste qui n'est sérieusement préoccupée que par le maintien de ses privilèges. Toutefois, la réforme des institutions, qu'il s'agisse d'instances prétendument internationales comme l'OIF, l'AIF, c'est-à-dire Agence intergouvernementale de la francophonie, l'AUF dont j'ai déjà parlé, ou les SCAC, n'ont guère d'importance tant que tous les acteurs publics ou privés, qu'il s'agisse de sciences, de culture, d'économie, de finances ou de simplement faire des affaires, ne garderont pas à l'esprit que, parallèlement aux objectifs qu'ils essaient d'atteindre, celui de défendre et de faire globalement avancer en priorité les intérêts des francophones de par le monde, ne peut être dissocié de leurs autres préoccupations. Un examen des conditions passées aboutit à l'irréfragable conclusion qu'une élite internationale connaissant le français peut seule assurer la diffusion de la culture et de la pensée française à l'étranger. Fût-elle en faible nombre. La langue française n'a jamais eu autant de locuteurs qu'aujourd'hui, c'est vrai, mais ce n'est pas uniquement le nombre absolu qui compte, c'est qui compte dans ce nombre. Quelle que soit la stratégie utilisée dans la diffusion de la culture, de la science et de la pensée française à l'étranger, il est impossible de faire l'impasse sur la connaissance du français. C'est un point incontournable et toute approche qui ignore ce fait est vouée à l'échec. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la rediffuser et à la partager avec vos amis et collègues de travail. Le but de ce programme est d'aboutir à une prise de conscience des facteurs qui ont fait reculer de manière spectaculaire l'influence qui s'exerçait par le biais de la langue française dans tous les domaines avant 1945. Il nous faut comprendre pourquoi les peuples francophones du Nord sont sous occupation mentale et ne peuvent se dépêtrer du carcan imposé par des institutions sur lesquelles les francophones du Nord n'ont presque plus aucune influence. Avant de parler de reconquête, il nous faut comprendre ce qui se passe. En devenant membre d'Impératif Français, vous franchirez une étape dans la bonne direction. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.